Vous écoutez Lire du Dire, fréquence Paris pluriel 106.3, lire L''IRE comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Je suis aujourd'hui avec une poète, avec une jeune femme qui fait beaucoup de choses, qui s'appelle Linda Maria Barros. Elle est poète, elle est traductrice, elle est éditrice aussi, elle est docteure en littérature comparée de la Sorbonne et elle vit à Paris. Elle a publié de nombreux recueils, dont les deux derniers, Les tireurs d'élite caressent de loin ton front, paru aux éditions Transignum, et La nageuse désossée, paru au Castor Astral, qui a eu le Grand Prix de poésie 2021 de la Société des gens de lettres, le Prix international francophone 2021 du Festival de la poésie de Montréal et le prix Rimbaud de la Maison de poésie de Paris. Je cite aussi ton autre recueil, L'autoroute A4 et autres poèmes, paru chez Chêne Éditeur en 2009, parce que je l'ai trouvé magnifique, bien sûr. Alors, tu es également lauréate et secrétaire générale du prix Apollinaire, rapporteur général de l'Académie Mallarmé et vice-présidente du Pen Club français. Tu as traduit 55 livres. Voilà. Et Linda, je te remercie tout d'abord d'être venue pour nos auditeurs évoquer la poésie et tout ce que tu fais pour la porter, la transmettre. Merci beaucoup, Carole, pour cette invitation. Voilà, et d'abord, une grande question quand même, alors là j'y vais fort, et je te demande pourquoi la poésie. Carrément. Pourquoi la poésie? On commence. Tout simplement parce que, précisément comme je le disais dans le livre que tu viens de citer, L'autoroute A4 et autres poèmes, je vois la poésie comme une machine à hacher par-dedans les labyrinthes, les distances et le silence. C'est-à-dire que je vois la poésie comme une prise de position subtile, à même d'annuler non seulement les distances, comme je disais, qui séparent les gens les uns des autres, mais aussi à même d'éclaircir l'obscurité parfois compacte qui descend sur la vie. Et tu as déjà écrit dans d'autres genres, de la prose, tout ça? J'ai écrit non seulement de la poésie, j'ai écrit aussi du théâtre, mais c'était il y a très très longtemps. J'ai publié 2 pièces de théâtre et aussi 2 ouvrages de critique littéraire. Mais ça aussi, c'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, je me consacre entièrement à l'écriture de la poésie et à la transmission de la poésie à travers des traductions, comme tu l'as dit, et à travers l'organisation d'événements littéraires, à travers l'organisation de prix littéraires, en fait, à travers, disons, des actions à même de promouvoir la poésie. T'as grandi en Roumanie, toi. T'as connu les régimes coercitifs, t'as connu la guerre, t'as connu toutes ces situations où on est obligé de finalement... la vie est restreinte, on peut le dire. Est-ce que t'as commencé, évidemment t'as commencé à écrire là-bas. Est-ce que ça a motivé tes débuts? Enfin, ton écriture, faut dire que ton papa est quand même un grand poète roumain, ça c'est sûr. Donc peut-être que son influence, sa présence plus exactement, t'a mené aussi vers l'écriture. Oui, tu as raison. Je suis née sous le régime communiste, comme je dis toujours dans la gamelle de la 9e décennie. Et j'ai aussi connu la révolution. Enfin, j'ai eu la chance extraordinaire, il faut quand même dire les choses, de connaître la révolution. Pour répondre à ta question, il faudrait peut-être remonter un tout petit peu le temps. C'est une histoire, je pense, qui a un dit long sur ceux qui viennent de ce type de monde. J'ai commencé à écrire très très jeune. J'ai écrit mon premier poème quand j'avais 6 ans. En fait,
j'étais ce qu'on appelait à l'époque un faucon de la patrie. Et les faucons de la patrie, qui étaient tous très très petits, de très petits faucons, donc, allaient à la maternelle. Or, à la maternelle, il y avait deux grandes occupations. D'un côté, il fallait apprendre par cœur et réciter des poèmes entièrement glucidiques, je dirais, concernant le père de la patrie, la mère de la patrie, le grand parti, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, il fallait tout le temps découper disons, de petits bouts de papier et faire des collages. Or, il faut dire que je n'étais absolument pas douée pour apprendre ces poèmes qui, de toutes les manières, ne me disaient strictement rien. Et je ne pouvais surtout pas les réciter, les assimiler, les réciter, encore moins les chanter, parce qu'il fallait aussi les mettre en voix, en scène, et ainsi de suite, en musique. Et je n'avais jamais de ciseaux sur moi. Et je ne pouvais donc jamais faire les collages. Et comme, de toute évidence, aux yeux de cette institution qui était la maternelle, je n'étais pas quelqu'un de doué, une fois on m'a fait sortir devant tout le monde et on m'a dit « Linda, tu seras une très très mauvaise citoyenne de notre belle patrie socialiste ». Étant donné, disons, ces circonstances, le lendemain, à la maison, il était déjà très tard. Hein. On commençait à 8 heures, il était déjà 10 heures, 10 heures et demie, je ne sais plus exactement. J'ai dit à mon père que j'aimerais beaucoup m'habiller avec la lettre A au lieu d'aller à la maternelle. C'est très joli, ça. Et mon père a dit, tu peux ne pas y aller aujourd'hui, mais en revanche, tu peux essayer d'écrire un poème qui commence avec ces mots. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, tout simplement. J'ai publié mon premier poème quand j'avais 6 ans. En outre, je dois préciser le fait qu'à 6 ans, on n'avait pas le droit de savoir écrire, lire non plus. Par conséquent, quand le poème a été publié, on a marqué que j'avais 7 ans. Tellement le régime était problématique. Mais bon, l'accent ne tombe pas du tout sur cet aspect, même si cet aspect est révélateur de la société communiste de l'époque. Mais l'accent tombe, je pense, sur le fait que ça m'a permis de me lancer dans l'écriture. Au début, j'ai écrit quelques poèmes. Bien sûr, j'étais tellement petite. Ensuite, je suis passée par des étapes d'écriture. J'ai essayé d'écrire un roman, par exemple, sur la quête du Graal, des choses comme ça. J'avais 13 ans, ou 13 ans et demi, 14 ans, tout au plus. Ce n'est que plus tard, une fois arrivée en France, que j'ai vraiment commencé à écrire, disons, de manière professionnelle, et que j'ai commencé à publier des recueils de poèmes, juste après mon arrivée, en fait, à Paris, au début en roumain, bien entendu, et un tout petit peu plus tard, mais assez vite quand même. À partir de 2004, par exemple, je n'ai publié qu'en français. Et j'avais oublié La Maison en lame de rasoir, qui est également un très très beau recueil, et la publication est antérieure à celle de l'Autoroute A4, il me semble. Oui, tout à fait. Hein. C'est un livre qui date de 2006 et c'est le livre qui m'a permis d'avoir en 2007 le prix Apollinaire et qui m'a lancé, on va dire, dans ce que j'appelle cette aventure vertigineuse, non, qui est la poésie, après tout, qui m'a lancé pour de vrai. Avant, j'avais publié un autre recueil pour lequel j'avais reçu le prix de la vocation, le livre de Signes d'ombre. C'était en 2004. Mais c'est vraiment avec la lame de rasoir et grâce au prix Apollinaire que j'ai pu me lancer vraiment dans ce vortex extraordinaire qu'est la poésie et qu'est la littérature en général d'expression française. Est-ce que tu voudrais nous lire quelques poèmes de La Maison en lame de rasoir, ou tu veux que je les lise ? Non, je peux. Je vais lire un poème. C'est paru aussi chez Chêne Éditeur, qui fait de très très beaux livres, il faut quand même le dire. Oui, en effet. D'amour et de cyanure.
Ne m'appelle pas chez toi, dans ta mansarde. Tournant, comme un écervelet tournant les boutons de la cuisinière. Pour te défaire une fois pour toutes des hurlements des vieux loups du four, de leurs poils muets qui te poussent sans cesse sur les bras, la nuit, comme des furoncles, alors que tu étends les cigarettes profondément dans ta chair. Ne m'appelle pas chez toi, dans ta mansarde, fendant comme un écervelet, fendant entre les barreaux du lit, dans la porte, sous la botte, ton tibia et ton péroné. Je les entends craquer dans mon portable, comme si tu fendais le vieux fusil de chasse de ton père. Trop poisseux pour que tu puisses le charger à nouveau, après qu'il se fût brûlé la cervelle et pris de spasmes, qu'il eût cassé ta porte à coups de pied. Ne m'appelle pas chez toi dans ta mansarde, puisque j'y viendrai. Et je m'arracherai le cœur de la poitrine. Je l'entaillerai avec les dents et je le saupoudrerai de sel extrait avec une rivelaine de mes glandes lacrymales. Et je le jeterai comme l'on jette une meule pour qu'il brise ton tibia et ton péroné en de menus morceaux, pour qu'il entasse profondément dans le four ton souffle d'ammoniac et pour qu'il fende à jamais ta tête de bête sauvage. Fréquence Paris Pluriel, 106.3. On vient d'écouter Linda Maria Barros, qui est mon invitée, et qui nous a lu un poème de son recueil La Maison en lame de rasoir, paru chez Chêne Éditeur, qui a obtenu donc le prix de la découverte, c'était ça? Le prix Apollinaire 2007. Carrément, voilà, donc comme ça, le prix Apollinaire. Et ton écriture, on le sent, est empreinte aussi de toutes les épreuves vécues dans ton enfance, non? Est-ce qu'elle est empreinte de tout ce que tu as vu, ce que tu as vécu, de tout ce que tu n'as pas pu faire, de ce qu'on t'a empêché de faire? Oui, il faut dire que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis né certes dans la gamelle de la 9e décennie, mais je suis né tard. J'avais 8 ans lorsque la révolution roumaine a éclaté. Mais c'est vrai, forcément, que ces choses sont marquantes et qu'on ne peut pas s'en défaire. Par contre, je ne parle pas nécessairement de mes souvenirs, en tout cas de ma vie telle que je l'ai vécue là-bas dans ma poésie, étant donné, on va dire, le profil même des livres que j'écris. En revanche, l'un de mes livres, La nageuse des océans, légende métropolitaine, celui qui a été publié en 2020 au Castor Astral, est consacré en grande partie au devoir de mémoire, pas seulement tel qu'il se présente en Roumanie, mais au devoir de mémoire généralement parlant. Mais en effet, bien sûr, la Roumanie ou l'Europe centrale et de l'Est qui a traversé le communisme, cette épreuve atroce du communisme, occupe une place très importante dans le cadre de ce recueil. Mmh. Justement, ce recueil, moi je trouve que ce qui fait l'épaisseur de ton écriture, ce qui fait la particularité et la singularité, et aussi la puissance, c'est que tu parles, tu t'appropries comme du discours indirect libre, un peu qui infiltrerait les textes, hein, la voix des hommes, et en même temps il y a la voix de la femme que tu es dans tes poèmes. Et évidemment, et j'ai envie de te demander, quand on écrit de la poésie, est-ce qu'on écrit en deçà, évidemment, d'être un homme ou d'être une femme? Est-ce qu'il y a une écriture féminine, une écriture masculine? Et finalement, t'écris d'où, quoi? C'était pour en venir là. D'où j'écris. D'où écris-tu, Linda? Oui.
Oui, le recueil se présente certes de manière très discrète, mais il se présente comme un dialogue entre une femme et un homme. Mais la primauté ne revient absolument pas du tout à ce dialogue. Ce qui me semble fondamental, c'est de pouvoir transmettre un message. Or, justement, pour pouvoir transmettre un message, il faut parler à tout le monde. Et cela est d'autant plus important, cela est même indispensable quand on aborde la question, par exemple, comme je le disais un tout petit peu plus tôt, du devoir de mémoire. Ce qui m'intéresse en fait dans ce recueil, et je le dis dans l'un des poèmes, je cite, avant de citer quand même, je contextualise un peu, l'idée même de ce livre est de donner les choses à voir après tout telles qu'elles sont, déshabillées des noms translucides qui les désignent, nettoyées de la vessie de tout concept pur, inévitable, d'une cruauté infinie. C'est d'en finir, comme je le disais donc un tout petit peu plus tôt, d'en finir avec le silence, de comprendre enfin ce qui s'est passé, de prendre attitude par rapport à ce qui s'est passé, parce que l'histoire tend à se répéter. Et finalement, c'est ce devoir de mémoire. Et en quoi la poésie peut-elle, si tu veux, permettre de témoigner, permettre de transmettre et d'honorer ce devoir de mémoire? Est-ce que tu penses qu'elle peut le faire de la même manière qu'un roman, Je pense que la poésie est nécessairement porteuse d'une certaine vision du monde. Elle est justement cette loupe qui permet de présenter les choses telles qu'elles se sont passées, mais d'une manière autre, du moins stylistiquement, par exemple. Et justement, cette force du mot, cette force de la mise en mots, en fait, me semble fondamentale dans la mesure, où elle est, je pense, à même, ou en tout cas, elle devrait être à même dans la poésie de permettre aux gens d'ouvrir la perspective autrement, de permettre aux gens en captant leur attention, de prendre conscience de certaines choses, de prendre conscience du fait qu'il est impossible de vivre les yeux, les paupières cousues, la bouche fermée, les oreilles plombées. Je pense que la poésie est l'une des forces possibles pour tout simplement attirer autrement l'attention des gens, pour les toucher et pour les pousser à agir, tout simplement. C'est donner à voir les choses telles qu'elles sont, c'est ce que tu dis. Et est-ce que tu peux nous lire un extrait d'un ou deux poèmes de La Nageuse des Océans? Bien sûr, bien sûr. Je vais vous lire même le poème. Ouais. Qui pourrait se présenter, disons, pour faire appel à un concept poétique, pourrait se présenter tel un credo. Le pistolet d'insémination. Tout comme cette lumière qu'on exfolie de la rétine dans un sous-sol occulte, un projecteur dans les yeux, c'est ainsi que j'imagine la mort de la poésie. Puisque ce n'est pas la combustion de la mort qui noircit les eaux, mais encrassé, le code de barre et les foreuses des décorations, les vers que les invités lancent joyeux jusqu'au plafond, phosphorescent,
et les musiciens sauvages qui viennent les attraper avec leur bec. C'est pour cela que j'écris le meilleur poème que je puisse écrire. Le poème qui trépane, brise les soutures en surjet et laisse ses artères, comme des tuyaux sous pression, se débattre, libres, autour du cou, qui taillade les poignées de l'air et en libère les dieux, les pierres. On pratique les plus grands raclages sur la feuille de papier et sur les armes. Mais la main avec laquelle j'écris se sépare du corps, comme les mains des détenus sibériens, cachés parmi les rondins, empilés dans de longs trains glacés qui partent dans le monde. Rien, pas même un gémissement ne résonne à travers le tunnel métallique de la langue. Je tends la main, gardée par les volets de la clinique, par les matins blancs des volets. Juste assez pour qu'elle écrive le poème qui lave tes pieds fatigués dans son urine. Aucun sang, aucun nuage ne tremble. Peut-être les armes d'assaut, les rues. Ma main, attachée comme une menotte à la vision qu'elle a de la poésie. La main, détachée du corps, flottant par-dessus le monde. Un pistolet d'insémination dans son champ d'action. Fréquence Paris Pluriel, 106.3, lire du dire, avec Linda Maria Barros, qui vient de nous lire un poème de La nageuse désossée, paru au Castor Astral. Et merci beaucoup, Linda. Et sous-titre, Légende métropolitaine. Pourquoi les villes ? Ah, ça c'est une question complexe. Hein? Ah oui. Oui, c'est une question très complexe. Pourquoi les villes? En fait, La nageuse désossée est la quatrième partie d'un ensemble assez vaste. La première partie, c'est le premier livre que j'ai publié en français et en France, le livre de signes et d'ombres, qui se présente, disons, comme une sorte de transcription de la genèse du Big Bang en tant que phénomène, mais aussi à un niveau métapoétique, donc en tant que Big Bang poétique, du macrocosme du livre de signes et d'ombres. Je suis passée au microcosme, à l'espace intime, qui est l'espace de la vie de tous les jours, mais aussi l'espace intime du poème, à savoir la maison en lame de rasoir. Ensuite, pour assurer un lien, en tout cas symbolique, entre le macrocosme et le microcosme, j'ai écrit L'autoroute A4 et autres poèmes. Et il s'agit là d'une métaphore, l'autoroute n'étant pas l'autoroute A4 comme nous la connaissons dans notre vie quotidienne, mais une page format A4, tout simplement. C'est en fait cette feuille de papier le long de laquelle roule ce que j'ai appelé dans le livre le poète motard, qui fend la perspective, qui fend l'horizon en deux. Et après, je suis passé je suis passé dans ce grand cadre que je viens d'évoquer, je suis passé à l'espace qui me semble emblématique pour l'existence que nous menons aujourd'hui, tout simplement, notre existence entre le macadam, je pense, et le ciel, et cet espace, et je pense tout simplement l'espace urbain. C'est pour cela que j'ai intitulé, ce n'est pas exactement un sous-titre, en fait, c'est La nageuse désossée, légende métropolitaine. C'est pour ça donc que j'ai intitulé le livre ainsi. Et il y a une autre explication qui est fondamentale, c'est que le terme légende n'est pas à prendre
À la légère, oui, comme tu dis, exactement. En fait, il s'agit, c'est l'objectif même, on va dire, de ce livre. Il s'agit d'offrir une sorte de reconfiguration, de reconstruction de la mythologie, mais au sens premier du terme mythologie. En fait, le mythe désigne ce qui s'est réellement passé. Il ne relève absolument pas d'une sphère fabuleuse. Disons que il y a eu forcément un glissement sémantique au fil du temps. Mais dans ce livre, il s'agit de revenir au sens premier, justement pour dire les choses telles qu'elles se sont passées, telles qu'elles se passent encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que l'accent tombe quand même sur ce que j'appelle moi le siècle noir, le XXe siècle, avec toutes les épreuves historiques terribles, toutes ces épreuves humaines qu'ont dû traverser les métropoles, et pas seulement. Oui. Et avec cette actualisation des mythes ou cette réécriture. Non, mais c'est bien ça. C'est bien oui, bien sûr, une actualisation, une remotivation, c'est le mot juste. Oui, absolument. Mais alors là, dans tous tes recueils, on peut remarquer que le corps a une présence importante. Il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup d'images, et tout passe. En fait, j'ai l'impression que le corps exprime ce que les mots peut-être ne peuvent pas exprimer ou représentent. Pourquoi cette présence du corps souvent dans tes poèmes ? Tout simplement parce que l'acteur principal, n'est-ce pas, de cet ensemble poétique demeure l'être humain, même s'il y a une forte dimension métapoétique, même si je parle du statut, du rôle de l'auteur, même si je parle de l'écriture même du poème, au niveau anecdotique, donc au niveau des événements, on va dire, racontés pour simplifier de manière majeure, l'acteur principal demeure l'être humain qui, par la force des choses, vit aussi, n'est-ce pas, parce qu'il n'a pas, je pense, le choix, tel est l'ordre des choses, vit à travers son corps. En outre, le corps est, je pense, un champ métaphorique, comme tu le dis, oui. Très, très riche à exploiter, donc un champ métaphorique à exploiter. Et il y a une autre raison, c'est que, il s'agit d'un ensemble que j'ai essayé de rendre cohérent d'un point de vue thématique, bien entendu, mais aussi que j'ai essayé de construire comme une sorte de réseau symbolique. Or, la dernière partie de l'ensemble sur laquelle je suis en train de travailler est consacrée à cet acteur principal, n'est-ce pas, du macro, du microcosme, qu'est l'être humain. Or, toutes ces métaphores, toutes les comparaisons, toutes les figures de style, après tout, toute la dimension symbolique aussi, préparent, n'est-ce pas, l'entrée définitive, disons, en scène de l'être humain dans la 5e partie. Et peut-être aussi que la violence, elle est ressentie par le corps. La violence que nous imposent nos vies aujourd'hui, et surtout peut-être celle que tu as ressentie quand tu étais petite. Oui, bien sûr, il y a cette violence subie, mais il y a aussi, et le corps y est quand même pour quelque chose, il y a aussi l'esprit de combativité. Et cet esprit de combativité passe nécessairement à travers une prise de conscience, mais aussi, n'est-ce pas, à travers le corps. Vecteur des mots. Absolument. Et on dit le corps du poème. On va arrêter, je crois, mais c'est tout. Et j'aimerais évoquer aussi tes engagements divers, énormes, très importants. On peut évoquer par exemple le Pen Club, où tu es la vice-présidente du Pen Club. Qu'est-ce que c'est que le Pen Club pour nos auditeurs ? Le Pen Club est une association qui a été créée en 1921 et qui fait partie d'un vaste ensemble d'associations, de ce qu'on appelle une fédération internationale qui est accréditée auprès de l'UNESCO et qui s'appelle le Pen International. Pen est
est un acronyme. Il y a d'un côté le mot pen, stylo en anglais, et de l'autre côté, pen, ça veut dire poète, essayiste, et noveliste, romancier. Donc, il s'agit, comme on le voit bien, n'est-ce pas, à travers cet intitulé, de mettre ensemble des gens de lettres afin qu'ils puissent agir. Or, justement, pour qu'ils puissent agir, ils se sont fixés deux missions. À l'origine, il s'agissait de nouer un dialogue. Si on se rapporte à la France, donc entre la France, n'est-ce pas, et des auteurs venant d'autres pays. Il s'agissait donc de promouvoir la littérature au niveau international. Avec le temps et dans le contexte historique justement du siècle noir que je viens d'évoquer, les choses se sont transformées. À savoir que ce dialogue n'était plus suffisant. Il fallait aussi agir à un autre niveau. Or, avec la Seconde Guerre, avec la guerre froide, ensuite, ils ont décidé que c'était indispensable qu'il y ait quelqu'un dans ce monde pour prendre la défense de tous les auteurs, de tous les journalistes aussi, qui étaient empêchés de parler, qui étaient jetés en prison, qui étaient torturés. Il fallait qu'il y ait une voix forte, une voix commune pour prendre la défense de ces personnes. Depuis ce temps, le Pen Club agit dans ces deux directions à la fois, essayant de trouver un juste équilibre, et intervient à travers des actions concrètes, parfois uniquement à travers des actions médiatiques, puisque, n'est-ce pas, on ne peut pas, parfois pour des raisons politiques, on ne peut pas faire plus. Et il faut dire que le Pen Club n'est pas une association politique, c'est une fédération d'écrivains, ce qui est donc autre chose. À travers ces actions qu'il entreprend, il essaye justement d'un côté de faire grandir la littérature, de la promouvoir par tous les moyens, et toujours au niveau international, bien sûr au niveau national aussi, voilà. Et de l'autre côté, donc de parler pour ceux qu'on empêche de parler, tout simplement. Mais aussi, tu t'occupes des prix littéraires, des prix de poésie, pas littéraires, parce que tu es la secrétaire générale du prix Apollinaire et le rapporteur général de l'Académie Mallarmé. Et puis, il y a également la Maison de Poésie de Paris. Je me souviens plus du rôle important que tu... Parce que là, moi, je faisais... Mais bref, en fait... Et c'est énormément de travail, évidemment. Et est-ce que tu penses que ces prix permettent de faire connaître la poésie au grand public, ou au public, j'aime pas envie de dire le grand public, mais au public en général? Je pense que toute action poétique a cette vocation. Et je pense aussi que si on se mobilise vraiment, si on tire profit des moyens qui sont mis à notre disposition, des moyens organisationnels, médiatiques et ainsi de suite, on ne peut bien entendu que servir la cause de la poésie, dans ce cas précis, et plus généralement, je pense, de la littérature, oui, bien entendu. Parce que les gens attendent évidemment les lauréats, et les livres sont mieux distribués peut-être, parce que on sait très bien que la poésie n'est pas distribuée correctement par les, j'ai pas envie de dire les libraires, j'ai pas envie de incriminer une profession, mais par les distributeurs en général. Les rayons poésie à la Fnac, faut les chercher quoi en fait. Je pense que tout est contextuel. Il y a des maisons qui sont très très bien distribuées. Il y en a d'autres qui ne le sont malheureusement pas. Et le contexte est difficile d'un point de vue financier. Je pense que c'est une évidence. Je ne vais pas insister sur ce point. Ce
qu'apportent, on va dire, les prix littéraires et en général les actions qui sont faites pour soutenir la poésie, c'est bien entendu de la visibilité, peut-être des ventes plus importantes, mais il y a d'autres choses. Pour l'avoir vécu, je peux dire que, par exemple, le prix Apollinaire m'a apporté énormément d'invitations. C'est pour cela, en fait, que je parlais d'une aventure vertigineuse dans Vortex, parce qu'après avoir eu le prix Apollinaire, j'ai été de manière soudaine. Il faut aussi voir le contexte. J'avais 26 ans à l'époque. J'étais tellement jeune, et cela m'a apporté énormément d'invitations, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Cela m'a apporté aussi des traductions, et ça c'est fondamental aussi, justement. Donc je pense qu'un prix est vraiment à même de promouvoir la poésie à plusieurs niveaux et dans plusieurs sphères à la fois. Et c'est pour cela d'ailleurs que je m'investis, comme tu le dis, je m'investis autant dans le prix Apollinaire que dans... Enfin, maintenant, il y en a deux. Il y a le prix Apollinaire. On a créé depuis quelques années, depuis très peu de temps, on a créé le prix Apollinaire Découverte qui n'est consacré qu'aux jeunes. Ensuite, je m'investis dans le prix Mallarmé, mais aussi dans le prix Mallarmé de la traduction, qui a été créé il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Voilà, ça c'est la 3e année seulement. Ensuite, il y a les prix de la maison de poésie, où je préside le conseil culturel, en fait, le conseil d'orientation culturelle de la maison de poésie. Et puisque tu as parlé du Pen Club, il y aura bientôt un appel qui sera lancé justement par cette institution pour ces prix de traduction, à la fois roman, récit, nouvelle, essai, théâtre et poésie, ce qui n'est quand même pas rien. Voilà. Et là, j'aurai le plaisir, par exemple, de m'occuper de la poésie. Voilà. Donc, en fait, je pense qu'il est fondamental de porter la littérature à travers toutes sortes d'actions et d'essayer de diversifier autant que possible ces actions et de les diversifier en nouant, je pense, des partenariats, des dialogues. Il faut, comme je le disais un petit peu plus tôt par rapport au poète motard qui roule le long de la page A4, de l'autoroute A4, il faut essayer, je pense, d'ouvrir tout simplement la perspective, de regarder vers l'ailleurs, de voir ce qui se passe dans d'autres pays, de discuter avec d'autres auteurs, et ainsi de suite, de passer à travers des événements communs, de passer à travers des traductions, et ainsi de suite. Tout à fait. On va écouter Azali avec un extrait de son album Génération Lumumba. On a voulu apprendre notre passé, mettre des visages et des noms sur une si sombre histoire de colonisation. On a voulu apprendre notre passé, mettre des visages et des noms sur une si sombre histoire de colonisation. On voulait rendre aux futures générations la lumière des ancêtres, oui, la force de leurs pères. On a voulu connaître l'homme, mais refusé de croire aux belles paroles. Vérité ne se cache pas sous de beaux mots, cupidité entache toujours les idéaux. Au fil des années, on a appris à écouter les anciens quand viennent les étoiles du soir, appris à lire entre les lignes de nos manuels d'histoire. On a rencontré morts et mains coupées, victimes anonymes aux cris étouffés par des forêts si denses, et tant de vies qui s'achèvent dans le plus grand des silences. On a rencontré détresse et pillage, mensonges, femmes violées, esclavage. As-tu vu les villages qui brûlent, les vaccins qu'on inocule et les singes qu'on capture? Nous on a vu des prêtres salissant leurs évangiles, se prenant pour des prophètes et anéantissant tant de croyances ancestrales, tant de savoir au nom du Christ et de la Bible.
As-tu vu l'homme noir, devenu animal, auquel ils ont jeté des bananes dans leurs expositions coloniales? Nous on a vu cet homme mourir de froid, finir au fond d'une fosse. On a compris d'où la Belgique tirait sa force, compris qu'on nous a menti à l'école. On a rencontré juste des résistants, des guerriers qui, jusqu'au dernier souffle, refusèrent de plier. On les a vus oubliés, reniés, jusqu'à disparaître, jusqu'à n'être plus rien, plus rien, plus rien. Te souviens-tu de ce réveil, un matin, maudissant ton propre sang et puis ta propre patrie, ce pays, incapable de regarder ses erreurs en face, incapable d'offrir à ses enfants une histoire fiable, incapable de rendre à l'Afrique ses héros véritables. Pourtant, toi, métisse de cœur et d'âme. Fréquence Paris Pluriel 106.3. C'est Lire du Dire et je suis avec Linda Maria Barros qui évoque sa poésie évidemment, qui évoque ce que c'est écrire, qui nous a parlé de son enfance et qui également nous parle de ses multiples activités. Et justement, je voulais te demander, toi qui as une expérience internationale du monde littéraire, est-ce qu'en France, est-ce que dans d'autres pays, plus exactement, la poésie est plus visible? Elle est considérée autrement qu'en France? Il y a des pays dans lesquels elle est plus visible, mais comme je le disais plus tôt, c'est une question de promotion. Il faut faire une place à la poésie pour qu'elle soit visible. Il faut tout simplement qu'on souhaite qu'elle soit visible. Il ne faut pas la regarder à travers un filtre financier, ce qui arrive malheureusement souvent, en évoquant par exemple des ventes qui sont plutôt faibles, une expression qu'on connaît malheureusement fort bien. Ensuite, il ne faut pas non plus, je pense, la regarder à travers un profil people. Il ne faut pas non plus essayer de la simplifier pour la rendre accessible. Un autre lieu commun qu'on entend absolument partout. Malheureusement, Est-ce qu'elle se laisse simplifier? Excuse-moi de te couper la parole. Elle ne se laisse pas simplifier, mais avec des interventions très soutenues, toutes sortes d'interventions très soutenues, on peut, on va dire, la traduire, on peut en faire autre chose, ou bien on peut tout simplement promouvoir des formes qui se veulent poétiques, mais qui ne le sont pas nécessairement, qui sont en elles-mêmes des simplifications de tout, de la littérature, et qui quittent de cette façon le champ strictement, on va dire, poétique. Donc, ce qui me semble important, ce n'est pas nécessairement la comparaison. Ce qui me semble fondamental, c'est d'essayer de prendre conscience de ce qui se passe et de voir comment on peut peut-être remédier à cette situation d'essayer peut-être comme on le dit souvent, de réintroduire la poésie dans la cité. Bien entendu, il faut le faire, absolument. Mais il faudrait justement veiller à ce qu'on réintroduise vraiment la poésie dans la cité et pas quelque chose qui pourrait, pourquoi pas, ressembler à de la poésie, mais qui n'est pas nécessairement de la poésie. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être qu'il y ait une petite reconfiguration à tous les niveaux de la sphère poétique, mais je pense qu'elle peut vraiment s'accomplir, d'autant plus qu'il y a une nouvelle vague en France une nouvelle vague poétique qui commence à se former, à se cristalliser. Il est peut-être un tout petit peu trop tôt, je pense, pour se prononcer, parce que
que ces auteurs sont très jeunes, parce qu'ils ont publié très peu de livres, et ainsi de suite. Il faut peut-être laisser les choses se décanter, mais là, je pense que la poésie française, qui justement prend conscience de tous ces éléments que je viens de nommer, commence à s'inscrire dans une véritable dynamique, une dynamique qui est indispensable, je pense, à son évolution. Par exemple, elle a pris conscience du fait que sans rompre avec la tradition, on pouvait, n'est-ce pas, la dépasser, qu'il était même indispensable de dépasser cette tradition pour aller de l'avant. C'est dans l'ordre des choses, hein, on le sait fort bien. Il y a eu par exemple aussi une prise de conscience, je pense, par rapport à la sphère numérique, qui était, n'est-ce pas, toujours amplement critiquée. Bien sûr, la toile présente des défauts, tout présente des défauts. La question n'est pas là. La question, c'est de savoir comment transformer cet outil en quelque chose de tout à fait utile à la poésie, à la littérature en général. Formidablement porteur, puisqu'elle permet de joindre des gens de tous les coins de la planète. Absolument. Et s'inscrire donc... Oui, bien sûr, tu as plus que raison de s'inscrire donc non seulement dans une dynamique nationale, mais de s'inscrire dans une dynamique même internationale, ce qui est, je pense, essentiel. Voilà, on a vu évidemment des événements qui ont mobilisé beaucoup de monde de tous les coins de la planète, et on se dit peut-être qu'une communauté humaine est possible, finalement. Bien sûr. Puisque nombre de gens la désirent. Et est-ce que tu penses, parce que moi j'ai reçu François Massu, qui met en scène la poésie, si tu veux, dans les espaces urbains, tu penses que c'est ça, offrir aux gens la poésie dans tous les espaces de leur quotidien? Lui, alors, il a créé des chaises poétiques, des bancs poétiques, il fait... avec la Rimbaud mobile, il circule en disant des poèmes dans les rues. Ça fait partie de ces dispositifs qu'on peut envisager. J'ai travaillé avec François il y a longtemps, mais oui, j'ai participé au projet des chaises. Oui, j'ai vu. Voilà, ensuite une table. On a fait beaucoup de performances ensemble. Je pense que la dernière, c'était au musée de la nature et de la chasse, ou de la chasse et de la nature. C'était d'ailleurs une performance avec les souffleurs très intéressante. Ah oui, oui. Je pense que cela fait partie des investigations nécessaires. Je pense que la poésie, comme toute forme d'art, et comme toute chose d'ailleurs dans cette vie, doit se repenser. Elle doit se réinventer. Elle doit se réinventer au niveau lexical, au niveau syntaxique, au niveau des figures de style, et ainsi de suite. Ça, on le sait, on en parle, on l'apprend à l'école, au lycée plus tard, pour ceux qui suivent cette voie à l'université, et ainsi de suite. Mais il y a bien entendu d'autres voies, et je pense que la performance en fait partie, et la transdisciplinarité aussi. Donc je pense qu'il est très intéressant parfois de changer une simple récitation, pourquoi pas, de la changer en un véritable spectacle, non pas pour que le spectacle soit porté par la poésie, par la musique, par la mise en scène, par les costumes. Donc pour que ces éléments prennent la place de la poésie, non, pas du tout, mais justement pour peut-être essayer d'explorer d'autres facettes de la poésie, pour montrer aux gens que la poésie justement est accessible et que les voies d'accès sont multiples. Et évidemment, toi, tu as organisé des rencontres, y compris par le biais du numérique, que tu as appelé Nouvelle Vague Poétique, c'est ça, ou Descente Poétique. Oui. Et est-ce qu'il y avait évidemment des poètes de cette nouvelle génération? Est-ce que tu penses que ça veut dire être jeune, ou est-ce qu'il y a des gens de tous âges qui participent à ce renouveau?
ce renouvellement de la poésie, évidemment? Oh, j'organise ces événements depuis très longtemps. Oui. Très longtemps, en fait, parce que j'ai eu le plaisir, c'était vraiment un grand bonheur aussi, d'organiser le Printemps des poètes, il y a bien longtemps, dans 60 villes roumaines et aussi, en République de Moldavie et même dans d'autres pays. Et c'est à l'époque, en fait, que j'ai créé, c'était en 2005. Voilà, que j'ai créé les descentes poétiques et que j'ai créé aussi les rencontres consacrées à la nouvelle vague. La nouvelle vague, bien entendu, était une question de génération. Ça a toujours été une question de génération, même aujourd'hui. Mais les générations sont peut-être un petit peu plus riche, plus englobante. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que dans ce que moi j'appelle la nouvelle vague en France, il y a des personnes qui ont, disons, 24 ans, mais aussi des personnes qui ont autour de 40 ans. Voilà. Mais les descentes poétiques ne sont pas du tout concentrés par exemple sur des générations. Ce sont des événements qui mettent en avant seulement une poésie forte et qui s'assume en tant que telle. Par exemple, avec le Pen Club, on a organisé en collaboration avec le Centre québécois du Pen international des descentes poétiques franco-québécoises, bien entendu, qui mettaient en avant les femmes. Ouais. On organisait ces événements à l'occasion de la Journée des droits des femmes, le 8 mars. Mais bon, peut-être que la question n'était pas tant d'organiser quelque chose le 8 mars, mais de pouvoir porter à travers ces événements une symbolique, à savoir la symbolique de femme, d'une voix féminine, on va dire, forte. Non pas parce qu'elle est féminine, mais parce qu'elle a un message à faire passer, parce qu'elle ne veut plus être minorée, parce que justement, elle peut participer tout simplement au renouveau de la poésie. Ouais. D'ailleurs, je trouve que nous, les femmes en France, on participe pas beaucoup à l'élaboration d'une histoire littéraire qui ne retient que les noms des hommes, alors qu'au Québec, j'ai regardé, et femmes et hommes sont marqueurs et retenus comme de possibles relais qui ont permis de créer des mouvements ou de créer des avancées. Hein. T'as remarqué ça? Oui, on a longuement parlé de cette minoration, donc pour reprendre ce terme de la littérature féminine, enfin notamment de la poésie féminine en France. Et c'est vrai que ce n'est absolument pas le cas au Québec où la donne a changé, je dirais, il y a bien longtemps. Ouais. C'est vrai. En même temps, par exemple, quand on a lancé, si ma mémoire est bonne, c'était en 2008, quand on a lancé l'anthologie Couleur Femme du Printemps des poètes, anthologie qui se proposait justement de combattre la minoration. Il y a eu une vague, je m'en souviens très bien dans la presse, une vague de révolte. Les femmes ont dit mais non, absolument pas, on ne se sent pas minoré. Et de toutes les manières, on ne comprend pas du tout cette volonté de nous mettre en avant à travers des anthologies consacrées uniquement aux femmes. Est-ce qu'on fait, par exemple, question d'ailleurs pertinente, est-ce qu'on fait des anthologies masculines consacrées uniquement aux hommes? Je me souviens qu'une fois, j'ai posé cette question exactement en ces termes au salon du livre à Paris il y a quelques années. C'est vrai que tout le monde m'a regardé d'un air plus qu'étonné, voire stressé, presque angoissé, je dirais. C'était une véritable angoisse. Je pense donc qu'il y a, il y a une sorte de
de forces, n'est-ce pas, contradictoires qui s'affrontent dans ce champ. Il y a des personnes qui souhaitent s'affirmer en tant que femmes. Il y a des personnes qui souhaitent s'affirmer en tant que poète. Moi, je comprends. Les deux positions. Je fais partie des personnes qui veulent s'affirmer en tant que poète. L'idée de m'affirmer en tant que femme ne m'a même pas traversé l'esprit, ne me sentant absolument pas discriminée d'une quelconque manière. Mais je pense que tout le monde, après tout, a le droit d'affirmer déjà, de s'exprimer, de s'exprimer librement et d'adopter la position qui lui semble la plus appropriée. En même temps, je pense qu'il est fondamental qu'on arrive, comme tu le disais un tout petit peu plus tôt, qu'on arrive à créer quand même une communauté où les anthologies ne sont ni féminines ni masculines, où il y a vraiment une parole, une seule, une parole poétique, certes avec ses différences. Forcément, c'est ce qui fait la richesse de la poésie et en général de la littérature. Donc, des voix tout à fait individualisées, autonomes et ainsi de suite. Mais que ces voix ensemble créent quelque chose de commun. En fait, essayer, je pense, de passer d'une minoration donc de quelque chose qu'on pourrait voir comme une sorte de frontière, n'est-ce pas, entre les femmes et les hommes, pour bâtir d'autres frontières, en créant d'autres catégories, n'est pas nécessairement, je pense, quelque chose de tout à fait constructif, après tout. Ça, c'est sûr. Et puis, écoute, Linda, est-ce qu'on peut terminer cette émission en écoutant un poème de la nageuse désossée, légende métropolitaine, où ni femme ni homme ne parlent, mais où l'humain, en deçà et au-delà, s'exprime. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est de la poésie. Absolument. Absolument. Le circuit de la récompense. Dopamine et plaisir. Chaque nuit, le nœud pubien se desserre, petit à petit. La peau s'élime. Avec quelques outils mous, de chair, nous essayons de défaire la haute couture crânienne de l'esprit, d'ouvrir les boîtes noires des plaisirs. Commence ainsi le circuit de la récompense, avec la courbure d'une viole qui garde dans la chambre acoustique les halètements des instrumentistes. Nous nous mentons, nous cherchons une autre combustion, une nouvelle étreinte, une sorte de loupe à travers laquelle le monde se montre autrement. Les choses telles qu'elles ont été faites. Que la chair ne pende plus au-dessus du lit, comme si elle sointait d'un crochet. La nuit, nous gaspillons tellement d'insistance. Le bruissement du drap, l'étincellement nocturne de la peau qui sécrète beaucoup de tristesse. Le silence, la langue qui s'entête comme un pont à rapprocher les gens. Tous les nœuds se desserrent progressivement, selon le mythe du recyclage stérile, dans l'éternelle et désespérée quête de l'amour. Et les choses se donnent à voir, après tout, telles qu'elles sont. Déshabillées des noms translucides qui les désignent, nettoyées de la vessie de tout concept, pur, inévitable, d'une cruauté infinie. Et le fleuve cogne sous les fenêtres, contre le pont, comme s'il nourrissait ses noyés du dernier étage.
Fréquence Paris Pluriel 106.3. C'est la fin de cette émission Lire du dire en compagnie de Linda Maria Barros qui vient de nous lire un extrait de La nageuse désossée, légende métropolitaine, et que je remercie infiniment d'être venue aujourd'hui. Merci beaucoup.